Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goua. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire effroyable. Le 13 mars 2021, Alicia Faye, 25 ans, est retrouvée morte à Cayenne en Guyane, une balle entre les deux yeux. Mais que s'est-il passé ? Avec moi, vous entendrez les voix de Jacqueline, Audrey et Laetitia, mère et sœur d'Alicia, celles de ses amis, des avocats et des journalistes qui ont travaillé sur ce dossier. Bonne écoute. À 8000 km de l'Hexagone, au nord du Brésil, la Guyane. Cette jeune femme qui se filme dans ce décor de carte postale s'appelle Alicia Faye. Nous sommes en février 2021 et cette jeune Bordelaise de 25 ans profite de quelques jours de vacances. On était contents et mon mari, c'est bien ma chérie, si tu vas en Guyane, tu vas voir une autre coutume, tu vas voir d'autres gens, c'est bien. Comme elle aimait voyager, elle aimait voir du monde, on s'est dit c'est bien aussi, on connaissait absolument pas la Guyane, quoi. Pour nous, c'est un pays où il fait bon vivre, ça doit être sympa. Pourtant, à son retour à Bordeaux, Alicia va étonnamment rester discrète sur le déroulement de son séjour. Elle était très fuyante, elle ne m'a pratiquement rien raconté. Elle dit rien. Et quand on lui pose une question, elle évite. Elle ne me regardait pas dans les yeux. Quand je voulais parler de ce voyage, elle était très agacée. Et c'est pas normal, ça lui ressemble pas. Et il y a plus étrange, 3 semaines plus tard, Alicia repart pour la Guyane. Un voyage dans le plus grand secret, au cours duquel elle disparaît mystérieusement. Pas de réponse. Donc là, c'est vrai que dans la tête, il passe 1000 images dans le cerveau, quoi. Et j'étais extrêmement inquiète qu'elle soit repartie, qu'elle ait repris un vol, qu'elle l'ait dit à personne. Là, il faut que quelque chose se passe, quoi. Il faut qu'on ait des nouvelles dans la soirée. Le ciel vous tombe sur la tête, on est mal. On dit mais c'est pas possible. Alors pourquoi Alicia Faye est-elle repartie si loin et en cachette ? Où est-elle passée ? Et pourquoi ne donne-t-elle plus de nouvelles ? Voici l'histoire incroyable d'une jeune femme qui va connaître l'enfer au paradis. Alicia, c'est quelqu'un de pétillante, vraiment pétillante. En Guyane, c'est pas des choses qu'on voit tous les jours, quoi. Mais c'est une violence, c'est inimaginable. On se demande, c'est pas elle. Ils se sont peut-être trompés. Notre fille, c'est pas une crapule, c'est pas une criminelle. En tant que parent, vous vous posez énormément de questions. Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai raté, surtout ? C'est des méthodes de voyous. C'est clairement des méthodes de voyous. Ça reste à ce moment-là une grosse énigme. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Sur les bords de la Garonne au nord de Bordeaux, Saint-Louis-de-Montferrand. C'est dans cette petite commune paisible que vivent Jacqueline et Bernard Faye. Bernard et Jacqueline Faye, c'est un couple de retraités, des gens sans histoire. Elle était ATSEM, assistante de vie scolaire, si on veut. Lui avait des travaux assez manuels, menuiserie, maçonnerie. La famille Faye est une famille de classe moyenne, tout simplement, la classe moyenne française. C'est une famille très soudée. Jacqueline et Bernard sont très proches de leurs 3 filles, notamment de la petite dernière, Alicia. Hyper connectée, elle ne manque jamais une occasion de donner de ses nouvelles. Adorable, toujours un petit mot gentil, des SMS maman je t'aime, qu'est-ce que tu fais maman, on passait pas 2 jours sans s'envoyer un petit message. Pourtant, le 12 mars 2021, ses parents comblés vont découvrir que leur Benjamin leur a caché une information importante. Je dis à mon mari, je dis j'ai pas eu de nouvelles d'Alicia, et donc je lui ai envoyé un petit message. Coucou Alicia, comment tu vas ? Qu'est-ce que tu fais de beau ? Et là, elle me répond, je suis à Paris. T'es à Paris et qu'est-ce que tu fais ? Et comment ça se fait que tu nous l'as pas dit ? Et elle me répond, écoute, je suis partie passer le week-end avec des copines à Paris.
On a été surpris parce que d'habitude, elle nous le dit, quoi. Quand elle s'en va, elle nous le dit. Mais bon, là, elle ne nous l'avait pas dit. C'est curieux, car cela n'arrive jamais. Alors forcément, les parents d'Alicia s'inquiètent. Elle me faisait ses petites confidences, je suis sa maman. Elle était en confiance. Et là, elle m'avait rien dit, je comprenais pas. C'est quelque chose de curieux, quoi. Parce que Alicia nous disait tout, quoi. Alicia, c'est la petite dernière, c'est la prunelle de leurs yeux, à la fois pour Bernard, pour Jacqueline, et pour les deux sœurs également, qui étaient très protectrices envers Alicia. Sauf qu'en réalité, Alicia a menti à sa famille. Jacqueline et Bernard vont le comprendre 2 jours plus tard. À 20h, donc, j'entends mon téléphone qui sonne. Je réponds. C'était sa copine qui nous dit « Bonjour Jacqueline, j'ai quelque chose à vous dire, mais je ne peux pas vous le dire par téléphone. » Moi, je me dis pourquoi elle ne veut pas le dire. Mais qu'elle vienne à la maison, quoi. Nous le dire. Enfin, se poser quand même des questions le temps qu'elle arrive ici. Qu'est-ce qu'elle va nous annoncer? Et là, donc, elle arrive. C'était 20h15. Elle tournait en rond. Elle ne savait pas trop comment me dire. Là, je sentais bien qu'elle était gênée. Je vous explique qu'Alicia est partie en Guyane et on ne trouve plus sa trace. J'étais sidérée, je ne comprenais rien, mon mari non plus. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Pour nous, vendredi, elle était à Paris, quoi, le week-end. Donc là, on tombe quand même des nues, quoi. Pourquoi Alicia aurait-elle menti? Pourquoi serait-elle repartie en Guyane sans rien dire? Sous la pression de Jacqueline et Bernard, la copine finit par révéler qu'il y a un garçon là-dessous. Célibataire depuis quelques mois, Alicia s'était inscrite sur un site de rencontre. Elle nous dit qu'elle est partie rejoindre un fameux Albert. Alors, on ne comprenait toujours pas. Alors, on dit, qu'est-ce qu'elle est partie pour une rencontre amoureuse? Tomber amoureuse, un coup de foudre comme ça, partir à 8000 km sans nous le dire. Ce qui est assez curieux, c'est qu'elle n'en parle pas à ses parents. Elle aurait très bien pu dire, j'ai rencontré quelqu'un de formidable, il est un peu plus âgé que moi, etc. etc. Or, elle ne dit rien. Elle ne dit rien. C'est pas du tout les habitudes d'Alicia de partir comme ça sur un coup de tête, rencontrer un homme alors qu'il y a assez sur Bordeaux. Sa copine, là, sur Albert, elle connaissait qu'Albert. Parce que moi, je l'ai cuisiné, quoi, et je lui ai dit mais tu sais pas son nom? Elle dit non, là, t'as pas de photo? Non. Elle nous dit rien du tout, cette copine-là. Mais il y a bien plus angoissant. La meilleure amie d'Alicia explique que depuis 24 heures, leur fille est totalement injoignable. Et en effet, lorsque ses proches tentent à leur tour de l'appeler, ça sonne dans le vide. Quand moi je lui envoyais un message, elle répondait de suite. Et là, elle ne répondait pas, quoi. On l'appelait déjà, moi j'ai appelé aussitôt. Je ne sais pas combien de fois. Bon, réponds-nous, Alicia, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais en Guyane? Rien ne répondait. Moi, j'avais vraiment une inquiétude profonde au fond de moi, quoi. J'étais très, très inquiète. Il y a quelque chose qui tourne pas rond, là. Il s'est passé un problème, quoi. Là j'étais tout affolé. Je dis, on pense au pire, aussitôt. On pense qu'elle s'est fait embarquer, voilà. Bernard craint que sa fille ait été enlevée et qu'elle soit en danger. Il décide alors de donner l'alerte en contactant directement les gendarmes de Guyane. Mais il ne s'arrête pas là. Il prend une initiative qui va vite porter ses fruits. Monsieur Faye est quelqu'un d'actif. Il n'attend pas. Il interroge. Il utilise les réseaux sociaux, bien évidemment. Et donc, il fait sa petite enquête. J'ai lancé un appel sur Facebook et j'avais marqué un gros message disparition de notre fille, voilà, Alicia Faye. Plus de nouvelles, bon, avec sa photo, tout ça. Cet appel à témoins, il a été relayé, partagé, il a inondé les réseaux de par la beauté d'Alicia. Désolé, mais c'est un fait aussi, c'est-à-dire qu'elle attire le regard. En quelques heures, du dimanche soir jusqu'au lundi matin, toute la Guyane était au courant qu'une jeune fille, une jeune femme, avait disparu. Grâce à l'appel à témoins, les parents d'Alicia ont bon espoir de retrouver rapidement la trace de leur fille. Il faut dire que partout où elle va, la jeune femme ne passe pas inaperçue. Si je sais que tu m'aimes la vie, que tu aimes au fond de moi, me donne tous tes emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes,
Comme tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Aya, Lisa et Félicia étaient les plus proches amies d'Alicia. Elle confirme que la jeune femme était le centre d'attraction de sa bande de copains. Alicia, c'est quelqu'un de pétillante, vraiment pétillante. Une femme très solaire, toujours là avec son sourire. On a envie de sourire avec elle. Alicia était toujours très très belle et elle plaisait beaucoup. Elle était très joyeuse et elle encourageait tout le temps. Fais ta mala, fais ta mala, fais ta mala, fais ta mala, besa, 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 besa. Elle était quand même assez charismatique, elle avait de la prestance. Quand elle parlait, elle était sûre d'elle quand même. Même quand elle dansait, on l'a remarqué quand même. C'est la shyness, ouais. Toujours en train de faire la fête, toujours en train de rigoler. C'était une fêtarde. Mais elle savait être sérieuse. Elle avait quand même la tête sur les épaules, elle savait quand même... elle savait ce qu'elle faisait. Et c'est vrai qu'elle donne pas sa confiance comme ça, hein. On l'a pas comme ça. Hein. À en croire ses amis, Alicia n'était pas du genre à se laisser entraîner et à faire n'importe quoi. Et puis en cas de problème, elle savait se défendre. Pendant son enfance et son adolescence, elle a pratiqué la boxe dans le club tenu par son père. C'est la mascotte du club. Elle aimait beaucoup la boxe, quoi. Elle est arrivée à un assez bon niveau puisqu'elle a été championne de Nouvelle-Aquitaine et elle a fini 3e championnat de France une année. Je pense que le caractère vient de là. C'est une fille qui n'a peur de personne. S'il faut rentrer dans le tas, elle rentre dans le tas. Alicia avait un tempérament de feu. Il faut savoir quand même que si on lui cherchait des broutilles, elle était là, elle savait répondre. L'entourage d'Alicia est donc confiant. Tous sont persuadés que la jeune femme va réapparaître. Seulement, c'est une terrible désillusion qui les attend. Car en Guyane, la belle bordelaise a vécu un véritable cauchemar. Le 15 mars 2021, alors que les proches d'Alicia sont sans nouvelles de la jeune femme depuis 3 jours, des enquêteurs de la police judiciaire de Bordeaux sonnent à la porte du domicile familial. On comprend tout de suite qu'il y a un gros problème. Donc moi, très inquiète, j'étais voir la policière et je l'ai serrée dans mes bras, je l'ai suppliée de me dire qu'est-ce qui se passait. Ne me dites pas que ma sœur est morte. Elle a regardé au sol, elle m'a regardée et elle m'a dit « Si, votre sœur est morte ». Tout s'effondre, on ne veut pas le croire, on se demande c'est pas elle. Ils se sont peut-être trompés. On ne le croit pas que c'est elle. C'est d'une violence... On n'est même plus sur cette terre, quoi. Hein. Quand on apprend une nouvelle comme ça, on est complètement abasourdi. C'est très dur. C'est horrible. En fait, moi, ce qui me tue, c'est qu'elle a 25 ans, quoi. C'est horrible. Elle a rien vécu pour moi. Enfin, c'est tout bête, mais elle a rien vécu. Tout bascule parce que nous, on la croit à Paris. On croit qu'elle s'amuse à Paris. Et puis tout d'un coup, on vient nous dire qu'elle est en Guyane. Et puis le lendemain, on vient nous dire que notre fille, elle est morte. Voilà, assassinée. En l'espace de 2 jours seulement, la vie de la famille Faye bascule dans l'horreur. D'autant qu'ils apprennent que la mort d'Alicia n'est sans doute pas due au hasard. Il y a tout de suite une colère, surtout la façon dont elle est décédée. On l'a exécutée. On s'écroule, quoi. On s'écroule. Là, elle dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il nous dit, voilà, ils nous ont tiré une balle dans la tête, voilà. C'est inhumain de faire ça. C'est des bourreaux, des monstres. C'est ça qui est dur, c'est qu'on l'a abattue comme si c'était une criminelle. Alors, qui a pu en vouloir à Alicia au point de lui ôter la vie aussi sauvagement? Pour tenter de le comprendre, il faut revenir en arrière, 48 heures plus tôt, sur les lieux où le corps de la jeune femme a été découvert.
Nous sommes le 13 mars 2021 dans le quartier de la route de Raban. Une zone populaire, non loin du centre-ville de Cayenne. Sur cette route de Raban, qui fait un peu plus de 2 km, il y a, c'est mélangé, c'est-à-dire qu'il y a des lotissements, il y a des immeubles assez récents et il y a également donc ces squats, ces habitats spontanés, illégaux. La nuit tombée, c'est un quartier qui change complètement de physionomie. Ça peut devenir parfois un peu plus dangereux. C'est là qu'habite Lélia. Ce jour-là restera gravé dans sa mémoire. Comme chaque samedi matin, il est 10h30. Un livreur prend la direction de la maison de ses parents. Ce livreur, il vient tous les samedis chez cette famille qui habite route de Raban. Il vient leur amener des fruits de mer. Et donc, il s'engage dans ce chemin. Et là, il s'arrête net. Il n'avance plus. Il hurle. Il klaxonne. Je dis, mais qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi? Enfin, qu'est-ce qui se passe, quoi? Je dis, mais monte! Et il continue à klaxonner. Et il vient un peu en furie. Il me dit, il y a une fille qui est morte. Voici l'endroit où a été retrouvé le corps d'Alicia. Il porte toujours le souvenir du drame. On tombe des nues, quoi. On dit, il y a une fille qui est morte, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Il me dit, oui, elle est au milieu du chemin. Donc mon père se précipite pour aller voir. Et moi, je reste en retrait. Mon père s'avance. Et effectivement, on voit le corps d'une jeune femme. Je vois juste ses cheveux. À aucun moment, j'ai vu son visage. Sa tête était tournée, comme ça. Et cette image-là, de voir cette jeune femme gisant à terre, c'était inimaginable, quoi. Le corps est allongé sur le ventre. C'est une masse inanimée et avec beaucoup de sang. Et elle gît dans une mare de sang, ce qui veut dire qu'elle a été tuée là et elle n'a pas été bougée. C'est pas un corps qu'on a déposé à cet endroit-là. Personne ne le sait encore, car la victime est inconnue dans le quartier. Mais il s'agit bien d'Alicia Faye. Elle n'a pas ses papiers sur elle, mais les policiers vont vite faire le rapprochement, grâce, souvenez-vous, au signalement de son père. Et très vite à Cayenne, le meurtre d'Alicia fait la une des médias. Alicia Faye ne reverra jamais sa région natale. C'est son corps inerte que les enquêteurs analysent sur cette scène de crime quartier Raban à Cayenne. Ça a martyrisé, je peux vous dire, une partie de la population, et notamment le quartier de Raban. Maintenant, on savait qui était cette jeune femme qui était morte sur notre terrain, et on se dit, mais pourquoi, en fait? Pourquoi avoir tué une si jolie jeune femme qui paraissait si douce? La première chose qui vient à l'esprit, justement, des habitants, c'est l'émoi et le choc, et on ne saurait être différent à ce moment-là quand on apprend qu'une jeune femme a été retrouvée et qu'elle venait de faire plus de 8000 km. Et si cela marque autant les esprits, c'est parce que le type de blessure est peu commune. Il y a surtout quelque chose qui prend directement de stupeur les enquêteurs. C'est cette marque d'impact de balle, donc en plein milieu, entre les deux yeux, au niveau de la tête. Ce serait une balle tirée par l'arrière du crâne. Un modus operandi assez professionnel. C'est assez rare en Guyane, je n'ai jamais vu un tel dossier. En Guyane, c'est pas des choses qu'on voit tous les jours, quoi. Enfin, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Mais c'est une violence, enfin, c'est inimaginable, quoi. À quelques mètres du corps, un étui de calibre 9 mm est repéré, mais l'arme du crime reste introuvable. Et au vu du mode opératoire, un tir précis à bout portant, les enquêteurs concluent qu'ils ont affaire au crime organisé. Ce n'est pas tout. Avant d'être abattue, Alicia aurait tenté de s'échapper, en vain. Elle a beaucoup de coups et de marques sur le visage, également un petit peu sur les bras. Le corps est tuméfié, comme si elle s'était battue. Voilà. Il fait noir le soir, il fait vraiment noir. Donc, je n'ose même pas imaginer la peur peut-être qu'elle a pu avoir. À Bordeaux, après le choc de l'annonce du décès d'Alicia, ses proches sont envahis par la colère. Et ils veulent avant tout comprendre pourquoi la jeune femme a pu mourir dans de telles conditions. Les bourreaux qui lui ont fait ça, comment on peut tirer sur une jeune fille derrière, la battre comme un chien? Elle méritait pas ça, ma fille. C'est horrible. Franchement, j'ose même pas imaginer ces moments où elle devait avoir peur. Là, vraiment, elle devait avoir peur. Elle devait voir la mort devant elle. D'imaginer ça, c'est horrible. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle a souffert?
Pourquoi elle est repartie là-bas? Qu'est-ce qu'elle a été faire là-bas? Tout ça tourne en boucle, en fait. Mais qu'a bien pu faire Alicia Faye pour être si sauvagement tuée? Qui est derrière tout ça? Et surtout, que faisait-elle dans ce quartier dangereux en pleine nuit? À Cayenne, dans le quartier Raban, quelques heures après la découverte du corps d'Alicia, les policiers espèrent recueillir des témoignages. Débute alors une enquête de voisinage. Lélia déclare avoir entendu du bruit vers 1h du matin. Il y a le chien qui aboyait. C'était vraiment insistant. À un moment donné, c'est vrai que j'ai entendu comme une espèce de détonation. Souvent, il y a des pétards qui sont allumés, donc ça m'a pas interpellée plus que ça. D'autres voisins déclarent aussi avoir entendu un bruit sourd, mais les horaires ne concordent pas. Certains parlent de 1h du matin, l'autre de 3h30, un autre de 4h, 4h30. Ça s'explique généralement dans ce genre de situation. Les gens ont des souvenirs un peu diffus. C'était en pleine nuit. Le rapport d'autopsie indique qu'Alicia Faye serait morte entre 1h et 5h du matin, une plage horaire très large. Et comme il n'y a pas de caméra de surveillance dans le secteur, l'enquête s'annonce complexe. Alors, pour tenter de retracer les dernières heures de la jeune femme, les policiers de Cayenne vont solliciter leurs collègues de Bordeaux. Elle a été abattue quelques heures juste après son arrivée avec l'avion depuis l'Hexagone, depuis le départ de Bordeaux puis Paris et direction Cayenne. Pour des raisons évidentes d'efficacité, le parquet de Cayenne co-saisit à la fois la PJ de Cayenne et la PJ de Bordeaux. Au commissariat, les policiers interrogent la meilleure amie d'Alicia. C'est elle qui avait prévenu les parents de la jeune femme de son départ mystérieux pour la Guyane. Et elle se révélera être un témoin clé de l'affaire. Cette jeune fille, elle donne des éléments très précis qui permettent justement de retracer le parcours d'Alicia. La copine était en contact avec Alicia dès la descente de l'avion sur le réseau Snapchat. Alicia est là pour attendre quelqu'un. Quelqu'un est venu la chercher à l'aéroport pour la conduire à l'hôtel. Donc la vraie question, c'est qui est ce type? Interrogée sur l'identité de ce mystérieux individu venu chercher Alicia, la copine reste muette. Les policiers vont alors lui mettre la pression. Et à la fin de son audition, elle confie un élément qui va tout changer. Elle lâche une information qui va sonner comme un détonateur en fait aux yeux des enquêteurs, c'est-à-dire qu'elle évoque une somme de 25 000 € qu'aurait transporté Alicia. Et là, ça change tout parce que c'est plus un voyage touristique, c'est plus un voyage amoureux, ça ressemble à autre chose. Étant donné le profil d'Alicia, les policiers s'attendaient à tout sauf à ça. La jeune femme aurait pris l'avion entre Paris et Cayenne avec une valise pleine d'argent liquide. À cet instant, l'enquête bascule. Quand on est enquêteur et qu'on entend ça, on pense au transport de drogue. Et on transporte de l'argent de la drogue. Les enquêteurs, ils se disent tout simplement, c'est peut-être une trafiquante. Ils ont l'habitude, hein. Les mules, c'est quelque chose de régulier, de fréquent, dans un sens ou dans l'autre. Il y en a un, on amène les stupéfiants, de l'autre, on amène l'argent. Dans le jargon de la police, les mules sont ces individus chargés de faire des allers-retours entre la Guyane et l'Hexagone pour le compte de trafiquants de cocaïne. Et ce phénomène est un véritable fléau. Dans chaque avion qui décolle de la Guyane, il y a entre 15 et 30 mules de différents profils. Ça peut être des jeunes comme des moins jeunes. On peut avoir des jeunes filles, des mères de famille. Les profils évoluent et les trafiquants s'adaptent. On recrute des jeunes qu'on appelle métros, qui viennent de l'Hexagone, y compris des jeunes de bonne famille. À Saint-Louis-de-Montferrand, les parents d'Alicia sont sous le choc. Pour eux, il est inconcevable que leur fille ait trempé dans un trafic de drogue. C'est pas Alicia, c'est pas elle, c'est pas sa nature de faire des choses comme ça. C'est ça nous trotte dans la tête, on comprend pas là. Notre fille, c'est pas une crapule, c'est pas une criminelle. Qu'est-ce que transporte 25 000 €? Enfin, moi je me dis, elle n'a pas du tout le profil, notre fille, de faire ce trafic-là. En tant que parent, vous vous posez énormément de questions. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai raté, surtout? Qu'est-ce que j'ai raté dans l'éducation de ma fille?
Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Alors Alicia cachait-elle à sa famille une facette de sa personnalité? Pour y voir clair, les enquêteurs épluchent les comptes bancaires de la jeune femme et très vite, ils s'aperçoivent que ces 25 000 € ne peuvent pas provenir de ses fonds propres. Et là, clairement, ça colle pas parce qu'elle avait quasiment rien, elle était souvent à découvert. Elle avait même eu du mal à payer son deuxième séjour en Guyane. Les policiers cherchent à comprendre comment Alicia a pu acheter son billet d'avion. C'est au niveau de Cayenne que ça va matcher, dans une petite agence de voyage. Et là, ça a été payé 600 € en espèces par un illustre inconnu qui n'a pas laissé de traces. Mais qui est ce mystérieux individu qui serait venu chercher Alicia à l'aéroport? Pourrait-il, lui aussi, être impliqué dans un trafic de stupéfiants? Merci d'avoir écouté la première partie de cet épisode consacré à l'affaire Alicia Faye. Dans la seconde partie, vous allez découvrir pourquoi la jeune femme avait caché à ses parents la véritable destination de son voyage. Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goua. Dans la seconde partie de cet épisode consacré à l'affaire Alicia Faye, vous allez découvrir pourquoi la jeune femme avait caché à ses parents la véritable destination de son voyage. Avec moi, vous entendrez les voix de Jacqueline, Audrey et Laetitia, mère et sœur d'Alicia, celles de ses amis, des avocats et des journalistes qui ont travaillé sur ce dossier. Bonne écoute. 3 jours après qu'Alicia ait été retrouvée sans vie, les policiers de Cayenne se rendent à l'aéroport. Ils saisissent les bandes de vidéosurveillance du jour de l'arrivée de la jeune femme. Et très vite, ils la repèrent sur les images. On voit la jeune femme sortir de l'aéroport. Elle a le pantalon noir, la chemise blanche, les baskets blanches. Alicia est interpellée par une personne. Cet individu, il est de morphotype guyanais. Oui, il a entre 25 et 30 ans. On distingue un jeune homme grand, plutôt athlétique, qui est donc à proximité immédiate d'Alicia et qui est en interaction avec elle. Les policiers ont désormais la preuve qu'un homme est bel et bien venu chercher la jeune femme. Sur les images, on le voit emmener Alicia jusqu'à un véhicule. C'est une Peugeot 3008 dans laquelle va donc embarquer Alicia. C'est elle-même qui fait monter sa valise dans la voiture. Mais manque de chance, la caméra est trop loin et on n'arrive pas à prendre la plaque d'immatriculation de ce véhicule. Et après, on perd le véhicule. Mais il y a quand même une belle avancée. On a un visage, donc c'est pas tout à fait rien. Pour les enquêteurs, l'homme venu chercher Alicia détient forcément la clé de l'énigme. Pour retrouver la trace de l'inconnu de l'aéroport, les policiers vont éplucher la téléphonie d'Alicia. La jeune femme est géolocalisée peu de temps après son arrivée à Cayenne, dans un hôtel du centre-ville, l'hôtel Amazonia. Sur place, les enquêteurs demandent à consulter le registre des réservations. Les enquêteurs ont passé les chambres des 5 étages de cet hôtel. Ils n'ont pas trouvé de réservation au nom d'Alicia ni d'Alicia Faye. Un employé de l'hôtel dit « Mais attendez, moi cette jeune fille, je vois très bien qui c'est. Et une chambre a été réservée, mais à un autre nom, un certain Dan Langorn. » Ce fameux Dan Langorn aurait été vu accompagnant Alicia à l'hôtel et c'est même lui qui aurait payé sa chambre. Les policiers, à partir du moment où ils récupèrent le nom de Dan Langorn, ils vont interroger leur fichier et là, ils vont pas être déçus. Dan Langorn, le voici. C'est un jeune Guyanais de 24 ans. Et en effet, il ressemble en tout point à l'homme venu récupérer Alicia à l'aéroport. Il est aussi propriétaire d'une Peugeot 3008. Et ce n'est pas tout. Dan Langorn match avec un passé qui paraît particulièrement chargé. Il est connu des services de police pour avoir notamment été mêlé à une histoire d'utilisation d'armes à feu. Il a fait de la prison. Il avait tiré avec une arme sur un collègue du régiment. C'était en 2019. À l'époque, Dan Langorn était militaire.
Et à cause de l'incident, il a passé 1 an derrière les barreaux. Mais c'est ce que l'homme a fait depuis sa sortie qui intrigue les policiers. Car il a effectué de nombreux voyages vers des destinations qui le relient à Alicia. Force est de constater qu'on retrouve énormément de déplacements de Dan Langorn en direction de Bordeaux, de Paris ou encore des Pays-Bas. C'est pas un voyage tous les 6 mois, c'est très régulièrement. L'interrogation, c'est avec quel argent il se paye tous ces voyages. Le jeune homme employé chez EDF gagne le SMIC. Difficile de croire qu'il puisse financer lui-même autant d'allers-retours en Europe. Tout cela rajoute les soupçons de participation à un trafic de stupéfiants de Dan Langorn. Pourtant, à Cayenne, Dan Langorn apparaît comme un jeune homme plutôt bien inséré. C'est un jeune homme, tout ce qu'il y a de plus banal. Lorsque je le regardais, je n'avais pas le sentiment qu'il y a un profil de dangerosité spécifique. J'ai grandi à la cité où Dan a grandi et j'ai déjà échangé avec lui et c'est un jeune très calme. Pour mon anniversaire, il était venu avec un camarade à moi, avec sa compagne et j'ai pas ressenti que c'était des personnes agressives, mais j'ai vu des gens assez sympas. Dans le profil du jeune homme, il y a tout de même un dernier élément troublant. Il habite à Nova Park, un quartier tout proche des lieux du crime. Simple coïncidence? Peut-être pas. Sur les bandes de vidéosurveillance de l'hôtel où est descendue Alicia, la jeune femme est filmée la nuit de sa mort. Elle semble attendre quelqu'un, et pas n'importe qui. Nous sommes le matin du samedi 13 mars 2021. Aux environs de minuit et demi, elle quitte l'hôtel. C'est la dernière fois que nous verrons Alicia. Elle attend sur le trottoir pendant quelques minutes et là arrive une Peugeot 3008. Et c'est la même voiture qui a été chercher Alicia à l'aéroport, qui l'a amenée à l'hôtel, qui vient récupérer la jeune femme. Nous n'aurons plus jamais entendu ni vu Alicia vivante après ce moment-là. Alors, qu'est-ce qu'Alicia est partie faire dans la voiture de Dan Langorn? Les enquêteurs perdent la trace du véhicule, mais les caméras de vidéosurveillance de l'hôtel vont repérer un autre étrange manège. Ce 13 mars vers 10h40, alors qu'Alicia est déjà morte depuis quelques heures, Dan Langorn entre dans l'hôtel. Et il n'est pas seul. Ce monsieur Langorn, accompagné de sa concubine, serait intervenu 2 fois dans la chambre d'hôtel. Et puis surtout, ils vont ressortir les mains chargées. Ce sont les affaires d'Alicia qu'ils ont récupérées. Pourquoi Dan Langorn et sa compagne repartent-ils avec tous les bagages d'Alicia? Sont-ils liés au meurtre de la jeune femme? Une chose est sûre, le couple devient fortement suspect. Le 17 mars 2021, 4 jours après le meurtre d'Alicia Faye, les enquêteurs sont sur le point de placer en garde à vue Dan Langorn, mais ils vont être pris de court. Il va y avoir un coup de Trafalgar, entre guillemets. Dan Langorn se présente au centre de police de Cayenne en demandant à être entendu, en disant « J'imagine que vous allez finir par vous intéresser à moi et peut-être même me soupçonner, donc je préfère prendre les devants. » Et c'est tout naturellement que Dan Langorn reconnaît être allé chercher Alicia à l'aéroport. C'est elle qui lui aurait demandé, car ils s'étaient rencontrés quelques mois plus tôt à Bordeaux. Il explique qu'il avait rencontré Alicia quelques mois auparavant, en décembre 2020, en périphérie de Bordeaux, à Bègles notamment, en marge d'une soirée. Ils se seraient plu, ils auraient échangé leur Snapchat, ça se serait terminé dans une chambre d'hôtel, ils auraient eu donc une relation à ce moment-là. Mais pour les enquêteurs, cette explication ne colle pas. Car souvenez-vous de ces images de vidéosurveillance prises à l'aéroport. Alicia arrive de Bordeaux et c'est précisément Dan qui vient la chercher. Or, les images donnent l'impression qu'ils ne se connaissent pas. Pas un geste tendre, pas un regard prouvent une complicité entre les deux. Les images de vidéosurveillance de l'aéroport de Cayenne contredisent cette version. On voit 2 personnes qui ne se connaissent pas se rencontrer. Il n'a pas eu de contact physique, il n'y a même pas attrapé le bras, il ne l'a pas enlacé. Tout cela laisse une interrogation aux enquêteurs. Est-ce qu'il dit bien la vérité sur cette histoire sentimentale? Mais le jeune homme persiste et ne s'arrête pas là.
Il révèle aux policiers que si Alicia est venue en Guyane, c'est dans un but bien précis. Il explique aux enquêteurs qu'Alicia était en fait dans un trafic de cocaïne. Il se défend comme il peut, il charge la victime, ce qui est une stratégie comme une autre. Il se dédouane, moi je n'ai rien à voir avec ça. Mais Alicia, effectivement, est une mule, elle est là pour ça. Les enquêteurs disent stop. Ils décident de changer le régime de l'audition libre en garde à vue. Le ton se durcit pour essayer d'obtenir des réponses un peu plus précises et peut-être un peu plus justes. Sans tarder, les policiers vont aussi perquisitionner le domicile de Dan Langorn. Et ce qu'ils y découvrent ne va pas arranger ses affaires. Les enquêteurs retrouvent 1100 € emballés dans du cellophane. Ils retrouvent également 500 € en billets dans la chambre du couple. Des vêtements de marque, de luxe, de nombreuses chaussures également, qui vont bien au-delà du style de vie qu'auraient pu avoir ces personnes si on se limite à leur revenu officiel. Et ce n'est pas tout. Dans la 3008 de Dan Langorn, les enquêteurs retrouvent également 3000 € en espèces dans le vide-poche. Alors il y a de l'argent sous cellophane, emballé sous cellophane. Et les policiers se demandent s'il n'y a pas un lien entre ces 5000 € retrouvés un peu éparpillés partout entre la maison et la voiture et les 25 000 € qu'avait Alicia sur elle. Au commissariat de Cayenne, suite à l'accablante perquisition, la garde à vue de Dan Langorn s'annonce décisive. Et le jeune homme continue d'avoir réponse à tout. Voilà comment il va justifier les allers-retours dans la chambre d'hôtel d'Alicia quelques heures après sa mort. Alicia lui aurait dérobé de l'argent alors qu'elle l'attendait dans la voiture. Il explique avoir fait le constat de la disparition de 300 € dans son véhicule. C'est pourquoi il serait retourné à la chambre d'hôtel pour récupérer cet argent le samedi matin. Il fait passer Alicia pour une voleuse. Les enquêteurs ont devant eux quelqu'un de froid, qui répond aux questions sans émotion particulière, très détaché. Dan Langorn est actuellement en détention provisoire à la prison de Rémire-Montjoly près de Cayenne. Il a accepté de nous donner sa version des faits. Voici ce qu'il prétend au sujet du vol des affaires d'Alicia. Oui, ça, je ne vais pas nier les trucs. Il y a les caméras, et je sais que je l'ai fait. Elle m'avait piqué les sous. Moi, j'étais venu récupérer ce qu'elle me devait. Et quand j'ai vu qu'elle n'était pas là, vas-y, je prends ses affaires pour faire pression. En fait, c'est l'erreur que j'ai faite, peut-être. Si je savais qu'elle était morte, croyez-moi, je ne retourne pas là-bas. Pour rien au monde. Comme face aux policiers, Langorn continue de nier toute implication. Pourtant, à l'époque, en garde à vue, il avait fini par avouer avoir vu la jeune femme la nuit du crime. Dan Langorn finit par reconnaître qu'il est retourné à l'hôtel à minuit 42, récupérer Alicia et être parti avec elle à minuit 46. Là encore, interrogé à ce sujet, Dan Langorn assure que cela ne fait pas de lui un meurtrier. S'il est allé chercher Alicia au milieu de la nuit, ce serait uniquement pour lui rendre service, car elle avait un rendez-vous. Moi, elle m'a demandé de la déposer. Je suis arrivé, je l'ai déposée, elle est descendue, j'ai vu qu'elle connaissait les gens. Elle m'a dit « je te rappelle » et qu'elle n'avait pas de véhicule, puisque je devais la ramener. Moi, j'attendais son coup de fil. Je suis rentré chez moi, tranquille. Et puis, elle ne m'a jamais rappelé. J'ai fait le taxi pour elle, en fait. Je me retrouve, on m'accuse de meurtre, de tout le tralala, dans un trafic de drogue, alors que je suis innocent. Je n'ai rien à voir dans tout ça. Reste qu'aux yeux des enquêteurs, Dan Langorn est fortement suspect. Car il y a encore plus compromettant. En passant le véhicule au Blue Star, les experts ont trouvé des traces de sang dans sa voiture. C'est sans appel. L'habitacle a bel et bien été nettoyé. Il y avait du sang en quantité. Il y en a un peu partout, il y en a même sous le pommeau de la boîte de vitesse, les sièges avant, passagers, conducteurs, à l'arrière et dans le coffre. Les résultats des analyses de sang permettent de confirmer avec certitude que le sang retrouvé en quantité dans la voiture de Dan Langorn est celui
d'Alicia. Il n'y a pas que celui d'Alicia, il y a également du sang qui appartient à Danny Longhorn. Son sang est mélangé avec celui d'Alicia dans la voiture, ce qui fait penser à une participation de M. Longhorn à ce qui est arrivé à Alicia. Nous avons tenté de comprendre ce qui s'est réellement passé dans cette voiture, et voici ce que Dan Longhorn affirme. En fait, ces traces de sang, il n'y a pas de rapport. Ça n'a rien à voir avec la cause de sa mort. Je sais qu'elle saignait du nez. S'il y a du sang, cela ne peut être que ça. À aucun moment je me suis bagarré avec elle. À aucun moment, je lui aurais donné la mort. Honnêtement, je vous dis la vérité. Si j'ai fait un crime, je disparais. Mais je n'ai rien à voir dans ça. Il y avait du sang partout dans la voiture. Il veut nous faire croire que c'était ma fille qui avait saigné du nez. Franchement, il se moque de qui? Elle a jamais saigné du nez, Alicia. Mais pourquoi il ment comme ça? C'est une ordure. Dès lors, les parents d'Alicia imaginent ce qui a pu se passer la nuit de la mort de leur fille. Ça a démarré sûrement dans la voiture, hein. Mais bon, il y a du sang de Longhorn, donc lui, il a pris un shoot. Il y a du sang d'Alicia, donc il n'y a pas photo, quoi. Il y a eu lutte dans la voiture. Elle est partie au combat, quoi. Alicia ne s'est pas laissée faire. Ma fille fait de la boxe et ça a dû lui faire bizarre, hein, de voir une femme qui se défend. Et son ego, bien sûr, en a pris un coup. Donc la petite a réussi à se dégager et puis elle s'est échappée de cette voiture. Elle a trouvé que ce chemin, malheureusement, elle est partie dans ce chemin et puis ça a dû se passer rapidement. Mis en examen pour le meurtre d'Alicia, Dan Longhorn ne confirme pas ce scénario et continue de clamer son innocence. Selon lui, Alicia serait partie dans la nuit avec un inconnu. Des explications que les proches de la jeune femme vivent très mal. Et c'est des choses, cet homme, même sa compagne, hein, ils savent des choses. Hein. Comment ils peuvent continuer à ne pas donner des détails sur ce qui s'est passé? Cette jeune femme-là, pourquoi elle parle pas? Elle a des enfants, cette personne-là. Elle est maman. Si un jour on fait ça, c'est un de ses enfants, quelle est la mère qui peut accepter ça? On peut pas. C'est inimaginable. Alors, comment Alicia a-t-elle pu se retrouver mêlée à une telle histoire? En novembre 2020, en pleine crise sanitaire, l'entreprise de café où travaillait la jeune femme met un terme à son contrat. Elle aimait beaucoup ce boulot et quand elle a perdu, elle était pas très bien. Financièrement, c'était devenu dur. Hein. Moi, elle m'avait appelée en pleurs, elle en avait marre. Ça a été catastrophique. Hein. Il faut payer les factures, il faut payer le loyer. À ce moment-là, Alicia est au chômage. Elle touche 900 € de Pôle emploi et son loyer s'élève à 400 €. Difficile pour elle de joindre les deux bouts. Pour autant, elle ne veut demander de l'aide à personne. Elle voulait pas embêter, elle était comme ça, Alicia. Elle était indépendante et elle voulait y arriver. Et c'est vrai qu'Alicia avait tendance à nous cacher. Elle nous donnait une image d'elle où ça allait très bien. On ne pouvait pas vraiment détecter qu'il y avait un problème, quoi, ou qu'elle allait vraiment mal, quoi. Prise à la gorge par ses problèmes d'argent, Alicia envisage une solution radicale. Acheter et vendre de la drogue. Elle en parle même à ses amis. Il y avait une fois où elle m'avait dit que si elle était vraiment dans la merde, elle avait de quoi se retourner, quoi. Elle cherchait un moyen de faire de l'argent. Elle a demandé à des personnes qui avaient certains contacts, on va dire, et c'est comme ça qu'elle a commencé. Alicia saute le pas et se rapproche de trafiquants de la région bordelaise qui ont su trouver les mots pour la recruter. Ils ont des très très bons arguments. C'est comme des commerciales, hein. Des commerciales, tu sais vendre ton produit. Ils savent vendre leur business, on va dire. D'abord, on lui fait miroiter des voyages en Guyane, l'Amérique du Sud, un continent qu'elle ne connaît pas, mais principalement, on lui fait miroiter de l'argent facilement gagné. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est comme ça qu'en février 2021, après avoir rejoint Paris en train, elle s'envole une première fois pour la Guyane. Elle ment à sa famille. Elle leur dit qu'elle part chez une amie guyanaise. En fait, elle séjourne seule dans un petit hôtel de Kourou, à 45 km de Cayenne. Sa mission,
transporter de l'argent en liquide en grande quantité à l'aller et ramener de la cocaïne dissimulée dans sa valise au retour. Mais Alicia ne va pas y gagner autant qu'elle l'espérait. Elle n'aurait pas perçu l'argent qu'elle aurait dû percevoir et qu'on lui avait promis. Elle devait toucher 10 000 euros. Elle a touché 1 500 euros. C'était rien. Ils vendent beaucoup de rêves, mais c'est pas ce qu'on croit. Contre toute attente, 3 semaines plus tard, la jeune femme décide de repartir. Je lui avais dit clairement, ne le fais pas, ça peut être très dangereux. Ça, elle était très très bornée. Elle m'a dit que là, c'était pas pareil, que c'était pas les mêmes personnes, qu'il y avait des garanties, que les douaniers étaient payés, qu'il y avait rien à craindre, on va dire. Alors, qui sont ces individus qui l'ont envoyée là-bas? Comment Alicia les a-t-elle rencontrés? Et surtout, qu'a-t-elle fait pour être exécutée de la sorte? En mai 2021, 2 mois après la mort d'Alicia, les policiers bordelais décident de placer en garde à vue 3 amis de la jeune femme qui étaient dans la confidence de ses voyages. Ils cherchaient à savoir s'il y avait des complices ou pas. Après, on n'avait rien à voir avec ça. On a su parce qu'elle nous a dit. Et c'est très 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 dur à vivre parce qu'on a l'impression d'être placé dans la même case que les personnes qui l'ont tuée. Mise sous pression, Aya finit par lâcher le nom de l'individu qui aurait entraîné Alicia dans cette spirale infernale. Il s'appelle Kevin. Il était en lien avec Alicia depuis plusieurs mois. Il a vu qu'elle était vraiment en galère. Il savait les risques qu'il y avait, mais il pensait pas que ça partirait comme ça. Placé en garde à vue, le jeune Bordelais, déjà condamné pour trafic de stupéfiants, accepte rapidement de coopérer. Il confirme connaître Alicia et surtout il livre aux policiers un nom. Il a mis Alicia en relation avec un certain Stéphane, qui lui aussi vit dans la région bordelaise. Et Stéphane, il est un habitué des allers-retours avec la Guyane. Ce Kevin lui présente en fait la tête de réseau. Stéphane est guyanais. Il serait à la tête d'un vaste réseau de stupéfiants allant bien au-delà des frontières de la France. Stéphane, c'est pas le même calibre. Il lâche très peu d'informations. Face aux policiers, Stéphane prétend ne pas connaître Kevin, ni d'ailleurs le fameux Dan Langorn. Seulement il ment, et les enquêteurs en ont trouvé la preuve. Ils ont été attrapés à Bordeaux le 3 février, un contrôle par la BAC. Ils ont été contrôlés dans une voiture polonaise. On appelle une bande organisée, à savoir des pions, répartis les uns sur le territoire de Bordeaux, les autres sur le territoire guyanais, avec organisation mutuelle. Alicia semble être désignée comme une mule. Donc Kevin présente Alicia à Stéphane. Stéphane finance le parcours d'Alicia. Et sur place, elle est prise en main par Dan Langorn. Et là, à un moment donné, il y a un truc qui dérape. Au moment du crime, Stéphane et Kevin sont localisés à Bordeaux. Ce ne sont donc pas eux qui ont tué Alicia. Une révélation qui renforce les soupçons contre Dan Langorn. J'ai envie de vous dire que tout accable Dan Langorn. Il vient la chercher à la sortie de l'avion, il la dépose à l'hôtel, il vient la rechercher à 0h46 et il l'emmène je ne sais où et elle va mourir quelques heures après. Dans le véhicule de Dan Langorn, il y a du sang à la fois d'Alicia et de Dan Langorn. L'endroit où on retrouve son corps est à quelques encablures du domicile de Dan Langorn. Et c'est également quelqu'un qui sait manier les armes, puisqu'il est connu pour ça. Reste le mobile du crime. À ce stade de l'enquête, les policiers en envisagent plusieurs. Parmi eux, le crime crapuleux. Surtout que Dan Langorn serait financièrement aux abois. Il y a un peu plus de 5 000 euros qui ont été retrouvés, 20 000 euros qui n'ont pas été retrouvés. Dan Langorn a-t-il braqué ou tenté de braquer Alicia et s'est-il débarrassé donc de cette personne à qui il venait de dérober cet argent? Il a un train de vie qui est largement supérieur à ses revenus. Il a plusieurs crédits, il n'est pas très loin de la banqueroute, soyons très clairs. Autre hypothèse, Dan Langorn n'était pas seul ce soir-là. Il aurait pu confier Alicia
à une tierce personne. Est-ce qu'il n'avait pas une dette, lui, de son côté, avec d'autres trafiquants? Il a pu être un maillon d'un autre gang, c'est-à-dire l'amener, la livrer dans un traquenard. Alors, est-ce que c'est lui qui a tiré? Est-ce qu'il l'a fait faire? On le saura de toute façon. Il faut qu'il parle. Les investigations sont toujours en cours, mais pour l'instant, aux yeux de la justice, Dan Langorn, sa compagne, ainsi que Kevin et Stéphane sont présumés innocents. D'autant qu'un rebondissement, survenu près d'1 an après le meurtre d'Alicia, pourrait bien rebattre les cartes. Le 8 février 2022, lors d'un coup de filet antidrogue en Guyane, un couple est arrêté, peut-être les commanditaires de ce vaste réseau. La justice pense qu'ils détiennent la clé du meurtre d'Alicia. Pour Jacqueline et Bernard Faye, apprendre que leur fille chérie a été mêlée à un vaste réseau international de cocaïne est tout simplement insupportable. Ils ont découvert une facette de leur fille qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils n'auraient peut-être, comme tout parent, jamais aimé découvrir. C'est pas bien ce qu'elle a fait, ça je le sais, j'en suis tout à fait consciente. Mais elle s'est laissée berner, elle s'est laissée manipuler. Quoi qu'elle ait fait, elle méritait pas ça. Ils n'avaient pas le droit de la tuer. C'est des lâches. Ce qu'on vit, c'est horrible. Et puis la douleur, on aura jusqu'à notre mort, quoi. Un procès d'assises se tiendra à Cayenne dans plusieurs années. Il est trop tôt pour savoir combien d'accusés seront dans le box. Mais une chose est sûre, la famille Faye attend que chacun des protagonistes de ce crime odieux soit jugé. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que tous ces criminels y payent. Mais du plus petit, là, au plus haut, qui soit derrière les barreaux, qui paye le maximum. On n'a plus rien à perdre. Hein. Et on a juste à gagner la justice. Et même si la justice passe un jour, le vide laissé par l'absence d'Alicia ne sera, lui, jamais comblé. C'est un manque, moi, c'était chaque seconde qu'elle est dans ma tête, ma sœur. Elle était croyante, moi je suis croyante aussi, et je sais que je la reverrai. Je garde en moi tout le meilleur, parce qu'en fait, ça sert à rien de faire ça. C'est que de la destruction, et Alicia n'était pas dans ça. Voilà, Alicia, c'était la vie, c'était la joie, c'était un rayon de soleil. Elle aimait la vie, elle voulait des enfants, elle voulait se marier. Et voilà, ils lui ont ôté la vie. Et ils nous ont brisé la nôtre aussi. Nous, on continue à vivre. Mais on n'est plus pareil. Merci d'avoir écouté la seconde partie de cet épisode consacré à l'affaire Alicia Faye. Le 16 octobre 2024, le meurtrier présumé a été libéré de prison dans l'attente de son procès. Il a pris la fuite dès le lendemain. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast afin de recevoir chaque semaine un nouvel épisode. Et bien sûr, s'il vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire sur l'appli RTL, rtl.fr et toutes les plateformes partenaires. Je vous dis à bientôt. Il était exactement 8 heures du soir lorsque le vent glacé de novembre fit claquer les volets de la bibliothèque municipale, un bâtiment oublié par le temps, dont les murs jaunis semblaient absorber les secrets du quartier depuis des décennies. Dans le silence pesant, la silhouette frêle de Claire, 17 ans, se faufilait entre les rayonnages poussiéreux. Elle avait toujours aimé ce refuge, loin des regards, loin des jugements, là où les mots imprimés semblaient ne parler plus vrai que les visages humains. Mais ce soir-là, quelque chose dans l'air vibrait différemment, une tension subtile qu'elle ne pouvait nommer. Elle posa sa main sur un vieux livre relié de cuir, la couverture craquant sous ses doigts, et alors qu'elle l'ouvrait, elle ne savait pas que cette action allait déclencher une chaîne d'événements qui allait bouleverser toute la ville. Claire avait quitté sa maison à la tombée de la nuit, prétextant une promenade avec son chien, mais il n'y avait aucun chien, seulement un secret qu'elle gardait pour elle-même. La disparition allait être signalée le lendemain, mais déjà, à cet instant précis, dans cette bibliothèque où les lampes vacillaient et projetaient des ombres mouvantes sur les murs, elle tenait sans le savoir la clé de son propre mystère. La lettre cachée à l'intérieur du livre n'était pas destinée à être découverte par les curieux de passage.
Elle était un message codé, soigneusement rédigé, révélant un réseau de trahisons et de secrets familiaux que Claire n'avait pas encore compris. Dans les heures qui suivirent sa disparition, le quartier fut secoué par l'inquiétude. Les parents, désespérés, contactèrent la police tandis que les voisins commençaient à murmurer, certains évoquant des enlèvements passés, d'autres évoquant la possibilité d'une fugue. La vérité, cependant, était plus complexe, plus sombre, et se cachait dans les détails que personne n'avait encore envisagés. Les enquêteurs arrivèrent sur les lieux, examinant la chambre de Claire, ses affaires, chaque recoin de sa maison. Ils notèrent avec précision les objets déplacés, les cahiers laissés ouverts, et cette étrange sensation que quelqu'un ou quelque chose avait perturbé le cours normal de la vie quotidienne. L'inspecteur principal, un homme à l'œil perçant nommé Dupont, avait vu trop de disparitions et de crimes pour se laisser impressionner facilement. Pourtant, en observant les photos de Claire prises par sa famille et en lisant les notes de ses amis, quelque chose dans cette affaire éveilla une intuition particulière. Il s'agissait d'une jeune fille méthodique, intelligente, qui ne disparaissait pas sans raison, et l'absence d'indices matériels directs compliquait chaque avancée de l'enquête. Dupont savait que la clé résidait dans l'invisible, dans ce qui n'était pas immédiatement apparent. Chaque détail, chaque murmure, chaque ombre devenait suspect, et la pression de trouver Claire avant qu'il ne soit trop tard pesait sur lui comme une chape de plomb. Le premier indice concret apparut lorsque le bibliothécaire, un vieil homme au regard fatigué mais vif, se rappela de la dernière visite de Claire. Il se souvenait de son obsession pour les ouvrages anciens, ceux que la poussière avait oubliés depuis des années. Et c'est là, dans une section délaissée du sous-sol, que Dupont et son équipe trouvèrent le livre en question, relié de cuir usé, légèrement taché par l'humidité. À l'intérieur, une lettre pliée avec soin, comme si elle avait attendu patiemment d'être découverte. Les mots étaient écrits avec une précision glaciale, révélant un conflit ancien entre familles influentes, des secrets qui auraient pu détruire des vies si révélés trop tôt. La lettre mentionnait Claire par son prénom, confirmant que la jeune fille savait qu'elle était observée, qu'elle était surveillée et qu'elle comprenait que sa disparition pourrait servir à protéger ou à dénoncer ses vérités. Chaque phrase de la lettre ajoutait une couche d'intrigue supplémentaire. Les références historiques, les allusions à des lieux précis, à des objets apparemment insignifiants, tout cela formait un puzzle que l'équipe devait résoudre rapidement. L'idée qu'une simple bibliothèque municipale puisse devenir le centre d'un réseau de secrets aussi dangereux semblait inconcevable, et pourtant, les preuves étaient là, tangibles, indéniables. Dupont comprit que Claire n'était pas simplement une victime passive, mais un élément actif dans un jeu dont elle ne connaissait peut-être pas toutes les règles. La lettre, en elle-même, devenait un personnage à part entière, une voix muette révélant la fragilité et la complexité de la vérité humaine. Au fil des jours suivants, la tension monta. La police traquait chaque piste, interrogeant voisins, amis et membres de la famille, tout en analysant les caméras de surveillance des rues adjacentes. Chaque détail était scruté, un sac abandonné, un reflet dans une vitrine, un bruit entendu à l'improviste. Les enquêteurs découvrirent rapidement que certains habitants du quartier avaient des comportements étranges, des réponses évasives, des visages qui cachaient plus qu'ils ne montraient. Et au milieu de cette toile complexe, la lettre retrouvée dans le livre restait le fil conducteur. Ces allusions subtiles guidaient Dupont dans des directions inattendues, révélant des alliances secrètes et des inimitiés anciennes, la dimension psychologique de l'affaire devint centrale. Qui aurait intérêt à ce que Claire disparaisse ? Était-ce un acte de vengeance, un accident tragique ou une manipulation planifiée depuis longtemps ? La lettre contenait des indices codés, des références à des événements passés dont la jeune fille avait été témoin. Dupont commença à comprendre que la vérité n'était pas seulement dans ce qui avait été fait, mais dans ce que chacun croyait devoir faire pour protéger ses propres secrets. La disparition de Claire devenait ainsi le reflet d'une société où l'ombre et la lumière s'entremêlaient, où les mensonges construisaient des forteresses invisibles que seule une enquête patiente pouvait démanteler. Les analyses techniques révélèrent bientôt que la lettre avait été placée dans le livre plusieurs semaines avant la disparition, ce qui signifiait que Claire avait eu le temps de la découvrir, de comprendre son contenu et de planifier sa réaction. Cette temporalité ajouta une dimension stratégique à l'affaire. La jeune fille savait qu'elle était en danger, mais elle avait choisi de naviguer dans ce danger avec intelligence, utilisant la lettre comme guide et comme protection.
Dupont réalisa alors que chaque action de Claire, chaque pas qu'elle avait fait dans les rues froides de la ville, devait être interprété comme un mouvement dans un jeu d'échecs dont les pièces étaient humaines et les règles invisibles. Le jour se leva sur la ville avec une lumière blafarde, presque hostile, reflétant la froideur du mystère qui enveloppait Claire depuis plus de 24 heures. Les enquêteurs parcouraient chaque coin, chaque ruelle, chaque parcelle de terrain susceptible d'offrir un indice. Les habitants, eux, restaient tendus, certains chuchotant dans les cafés, d'autres fixant l'horizon comme pour guetter un miracle, une apparition, la silhouette de la jeune fille qu'ils connaissaient tous. Mais Dupont savait que ce n'était pas la ville qui allait parler, ni les habitants, ni même la police. La vérité résidait dans les détails minuscules, dans les traces imperceptibles que seul un œil entraîné pouvait déceler. Le livre avait été mis de côté, protégé dans une enveloppe scellée, et chaque mot y figurant était étudié avec une minutie obsessionnelle. La police fit appel à un spécialiste en cryptographie pour tenter de déchiffrer les indices dissimulés dans le texte. Les phrases, à première vue anodines, révélaient des coordonnées codées, des dates précises et des noms à demi effacés. Claire avait, consciemment ou non, laissé des balises pour guider quiconque saurait lire entre les lignes. Dupont ressentit un mélange de fascination et d'angoisse. Il avait devant lui un message qui n'était pas seulement un appel à l'aide, mais une carte mentale complexe qui, si elle tombait entre de mauvaises mains, aurait pu détruire des vies. Les premières heures de recherche physique furent frustrantes. Les parcs furent fouillés, les bois environnants examinés et les rues surveillées, mais rien ne laissait présager la présence de Claire. Cependant, chaque enquêteur ressentait cette tension qui nouait l'estomac, cette sensation que l'air lui-même était chargé d'un secret prêt à se révéler. Puis vint le témoignage d'un libraire du quartier, un homme discret qui se souvenait de la jeune fille visitant régulièrement la librairie de l'autre côté de la rue, celle qui vendait des ouvrages anciens et rares. Ses yeux s'illuminèrent lorsqu'il mentionna avoir vu Claire manipuler un carnet ancien, semblant lire et relire des passages comme si chaque mot pesait sur sa conscience. La ville commença à se transformer en un labyrinthe d'hypothèses. Les enquêteurs envisagèrent toutes les possibilités. Fugue volontaire, enlèvement par un tiers, accident imprévisible. Pourtant, Dupont ressentait intuitivement que Claire n'était pas partie pour disparaître simplement. Elle était engagée dans une lutte silencieuse, un combat pour protéger quelque chose de fragile et dangereux à la fois. Chaque recoin de la ville devint suspect, chaque visage rencontré pouvait cacher une intention cachée, et le temps pressait. L'urgence de la retrouver s'accentuait à mesure que les heures passaient et que les indices restaient rares. Pendant ce temps, la lettre elle-même continuait de livrer ses secrets. Une mention subtile à un café particulier, un signe codé dans la marge, des phrases incompréhensibles au premier abord, mais qui, mises bout à bout, formaient un itinéraire précis. Dupont suivit cette piste avec l'exactitude d'un horloger, chaque pas le rapprochant de la compréhension de ce que Claire avait traversé. La tension psychologique monta d'un cran. Les références historiques de la lettre laissaient entrevoir des conflits anciens, des rivalités familiales et des alliances tordues qui se transmettaient de génération en génération. Claire était désormais au centre d'un maelstrom où passé et présent se mélangeaient de manière dangereuse. Une découverte inattendue survint dans la soirée. En fouillant une vieille grange abandonnée à la périphérie de la ville, un chien de recherche fit apparaître un carnet à moitié enterré sous la poussière et les gravats. À l'intérieur, des notes griffonnées à la hâte, certaines ratures, des phrases inachevées, des indications de lieux et d'heures. La calligraphie ressemblait étrangement à celle de Claire. Dupont sentit son cœur se serrer. Ce carnet confirmait que la jeune fille était consciente du danger, qu'elle avait anticipé des mouvements, planifié des actions et laissé des instructions presque imperceptibles pour quiconque saurait les comprendre. Chaque ligne devenait un fil, chaque mot une corde reliant le mystère à la solution, mais aussi à un suspense qui menaçait de devenir insoutenable. Les enquêteurs découvrirent également que certains voisins avaient observé Claire s'entretenir discrètement avec des individus inconnus. Des silhouettes qui apparaissaient dans l'ombre, disparaissant aussi vite qu'elles étaient venues. Des conversations interrompues par un regard, un geste. Le sentiment d'angoisse se transforma en une tension presque palpable, et Dupont comprit que le danger ne venait pas seulement de l'extérieur, mais que la jeune fille elle-même jouait un rôle actif dans ce labyrinthe psychologique. Elle n'était pas une victime passive, elle orchestrerait sa survie, manipulant les éléments
et laissant des indices que seule une équipe capable de lire entre les lignes pourrait comprendre. Au fil des jours, la pression monta au point où chaque erreur pouvait être fatale. La lettre, retrouvée dans le livre, devint l'élément central de l'enquête. Le fil rouge que Dupont suivait avec une détermination implacable. Les coordonnées, les phrases cryptiques et les références historiques commencèrent à former un motif cohérent, révélant des lieux précis dans la ville, certains connus de tous, d'autres oubliés, cachés dans des recoins que seuls les curieux osaient explorer. Chaque découverte, chaque piste, apportait autant d'espoir que d'inquiétude. La question fondamentale demeurait: Claire était-elle encore vivante? Et si oui, jusqu'où était-elle prête à aller pour préserver ses secrets? Le suspense culmina lorsque l'équipe de Dupont trouva un passage souterrain oublié, un vestige du vieux réseau de tunnels de la ville, mentionné dans la lettre par une série de symboles que seule Claire pouvait connaître. L'exploration du tunnel révéla des objets abandonnés, des vêtements et des traces qui suggéraient qu'une présence récente avait été là. Chaque pas dans l'obscurité, chaque écho de leur voix semblait révéler la psychologie d'un lieu empreint de secrets et de peur. La tension monta, et Dupont sentit la proximité d'une vérité qui aurait pu rester cachée à jamais si la lettre n'avait pas été trouvée. Le jour où les coordonnées de la lettre furent entièrement décodées, la police comprit l'étendue de l'ingéniosité de Claire. Elle avait utilisé ses connaissances, son intuition et une capacité à lire les intentions des autres pour se créer un refuge temporaire dans un lieu que personne ne suspectait. Chaque indice qu'elle laissait, chaque message crypté, était un acte de survie et de défi silencieux envers ceux qui voulaient lui nuire. Le temps était compté, et la course contre la montre pour la retrouver transforma l'enquête en un ballet dangereux où chaque décision, chaque mouvement pouvait être décisif. Alors que la nuit s'installait à nouveau sur la ville, les lampadaires jetant une lumière blafarde sur les pavés humides, Dupont se tenait à l'entrée du tunnel. L'air y était lourd, chargé d'odeurs de moisissure et de terre humide, et chaque écho de ses pas résonnait comme un avertissement. Le carnet et la lettre dans sa poche étaient devenus ses guides, chaque mot un phare dans l'obscurité. Il savait que Claire était proche, mais il ignorait si elle était seule ou accompagnée. L'idée que quelqu'un la surveillait depuis le début hanta ses pensées. Dans ce jeu, personne n'était innocent, personne n'était vraiment à l'abri. À l'intérieur du tunnel, les murs étaient engravés de marques anciennes, presque effacées, mais suffisamment visibles pour suggérer un passage fréquent. Des objets laissés là par des passants ou des curieux révélaient que certains avaient tenté de suivre les indices sans comprendre leur signification. Des traces de pas fraîches, cependant, confirmaient que Claire avait été là récemment. Chaque détail renforçait la conviction de Dupont. La jeune fille n'était pas simplement cachée. Elle orchestrerait sa survie avec une intelligence rare, manipulant son environnement pour créer des leurres et des pièges pour quiconque tenterait de la trouver sans respecter son plan. La lettre, lue et relue, commençait à révéler ses secrets les plus sombres. Les références aux rivalités anciennes entre familles, aux alliances secrètes et aux dettes inexprimées dessinaient une toile complexe dans laquelle Claire avait été impliquée dès son enfance. Chaque mot suggérait un niveau de conscience et de stratégie qui dépassait son âge. Dupont comprit que la disparition n'était pas un hasard, mais le résultat d'une série d'événements soigneusement planifiés, où la jeune fille était à la fois protagoniste et victime. Le suspense devint presque insoutenable, car chaque pas à l'intérieur du tunnel rapprochait Dupont d'une vérité qui pourrait choquer non seulement la ville, mais aussi les familles impliquées. Pendant ce temps, l'extérieur du tunnel était surveillé de près. Des agents, placés stratégiquement autour de l'entrée, attendaient un signe. Chaque bruit, chaque mouvement dans l'ombre était analysé. Le temps semblait s'étirer, chaque minute devenant une éternité. Dupont savait que Claire avait prévu des issues de secours, des plans secondaires, et que toute erreur pouvait compromettre la sécurité de tous. Pourtant, il était déterminé à avancer, à suivre la logique de la lettre, à déchiffrer les codes que seule la jeune fille pouvait comprendre. Chaque indice trouvé, chaque repère identifié augmentait la tension, mais aussi la certitude que la vérité allait bientôt éclater. Soudain, un objet attira l'attention des enquêteurs. Un petit sac abandonné contenant des objets personnels de Claire, un carnet intime et quelques lettres. L'une d'entre elles, rédigée avec la même écriture que celle de la lettre trouvée dans le livre, contenait des indications supplémentaires. Cette fois, il ne s'agissait plus seulement d'un message crypté. Il s'agissait d'une confession silencieuse, un témoignage de ce que Claire avait vu, de ce qu'elle savait,
et de ce qu'elle avait été forcée de faire pour protéger sa propre vie. Chaque ligne vibrait d'émotion et de peur, mais aussi d'une intelligence remarquable pour quelqu'un de son âge. La tension psychologique monta à son comble lorsque Dupont comprit que la lettre et le carnet formaient ensemble un puzzle presque parfait. Les indices guidaient vers un lieu précis dans la ville, un ancien bâtiment industriel abandonné, autrefois centre d'activités secrètes et de transactions mystérieuses. Là-bas, les murs étaient recouverts de graffitis, de symboles anciens et d'inscriptions laissées par ceux qui, avant Claire, avaient essayé de résoudre leurs propres mystères. L'endroit semblait imprégné de secrets et de dangers, un lieu où la frontière entre la survie et le piège se confondait. Les investigations techniques révélèrent que certaines phrases de la lettre faisaient référence à des événements historiques, des conflits locaux qui avaient laissé des cicatrices invisibles dans le tissu social de la ville. Ces allusions permettaient de comprendre les motivations de certains personnages clés, leur influence dans l'affaire et la manière dont ils avaient manipulé des événements pour atteindre leurs propres objectifs. Dupont se rendit compte que Claire, en déchiffrant ces codes, avait compris l'ampleur du danger et que sa survie dépendait de sa capacité à anticiper chaque mouvement des autres. Alors que la nuit s'étendait, les enquêteurs mirent en place une surveillance minutieuse autour du bâtiment abandonné. Chaque mouvement était observé, chaque son enregistré, car il était évident que Claire, si elle était toujours là, savait exactement comment éviter la capture. Et pourtant, une part d'elle voulait être trouvée, un désir silencieux de sécurité, un besoin de contact humain après des jours passés dans l'ombre, manipulant son environnement avec une précision qui impressionnait même les enquêteurs les plus expérimentés. Au cœur de ce suspense, la dimension humaine de l'affaire se révéla de manière poignante. Claire n'était pas seulement un objet d'enquête, elle représentait l'ingéniosité, la peur et le courage d'une jeune vie confrontée à des secrets bien plus grands qu'elle. La lettre et le carnet n'étaient pas simplement des documents. Ils étaient un des fragments de son esprit, des preuves de sa capacité à naviguer dans le danger et des témoins silencieux de la complexité de l'âme humaine. Dupont, en lisant et en relisant chaque mot, ressentait le poids de la responsabilité, l'urgence de protéger cette vie fragile tout en dévoilant la vérité. Chaque détail du bâtiment abandonné révélait des traces laissées par Claire. Un graffiti effacé, une inscription partiellement visible, un objet déplacé. Ces indices, combinés aux informations codées dans la lettre, formaient une carte mentale que seul un enquêteur perspicace pouvait suivre. Dupont sentit que le moment de la confrontation approchait, que le climax de l'affaire était imminent. Mais il savait aussi que la révélation devait se faire avec prudence, car tout faux pas pourrait compromettre la sécurité de Claire et révéler des secrets que certaines personnes feraient tout pour protéger. La pluie commença à tomber, fine et insistante, ajoutant une atmosphère presque surnaturelle à la scène. L'eau frappant le sol résonnait dans les couloirs vides du bâtiment, accentuant le suspense et l'angoisse. Les ombres dansaient sur les murs, créant des formes qui semblaient observer les enquêteurs. Chaque battement de cœur, chaque respiration devenait un élément du rythme narratif de cette enquête, un compte à rebours vers un moment qui changerait à jamais la perception de la ville et de ceux qui la peuplaient. Et dans ce décor oppressant, la lettre continuait de guider Dupont, chaque phrase traduisant la logique silencieuse d'une jeune fille qui avait appris à survivre dans un monde où la vérité pouvait tuer, où le mensonge pouvait protéger. L'intensité psychologique de l'affaire atteignait son paroxysme, et il était évident que la suite des événements dévoilerait non seulement la position de Claire, mais aussi la véritable profondeur des secrets qu'elle portait avec elle, secrets capables de bouleverser la vie de tous ceux qui s'étaient impliqués, directement ou indirectement, dans cette disparition énigmatique. L'aube suivante, la pluie avait cessé, laissant derrière elle des rues luisantes et un ciel gris uniforme, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Dupont et son équipe inspectaient méthodiquement le bâtiment abandonné, scrutant chaque recoin à la recherche de signes de vie ou de messages laissés par Claire. Les indices se multipliaient, mais il fallait distinguer le vrai du faux, chaque élément pouvant être une ruse conçue par la jeune fille elle-même ou par ceux qui la surveillaient. Les murs, les fenêtres brisées, le mobilier éventré, tout semblait ordinaire, et pourtant chaque détail portait une charge de suspense et de signification. Le carnet trouvé précédemment avait révélé des coordonnées, des références à des dates et des noms qui n'avaient pas encore été associés à des personnes spécifiques. Dupont sut qu'il devait relier ces éléments à des événements antérieurs, à des conflits cachés dans l'histoire de la ville. Il se plongea dans les archives, examinant les journaux, les registres de police et les vieux documents municipaux.
Chaque ligne qu'il lisait apportait une nuance nouvelle. Des rivalités de voisinage, des dettes non réglées, des alliances secrètes entre familles influentes. Claire, avec une intelligence hors du commun, avait compris ces dynamiques et les utilisait pour tracer un chemin invisible, un labyrinthe dont seuls ceux qui savaient lire entre les lignes pouvaient espérer sortir indemnes. À mesure que l'équipe progressait dans le bâtiment, ils découvrirent une série de messages codés, griffonnés à la craie sur les murs et sur des morceaux de bois éparpillés. Ces inscriptions ne semblaient pas être le fruit du hasard. Certaines faisaient référence à des livres anciens, des passages précis que Claire avait probablement étudiés, liant chaque indice à un savoir obscur et à des pratiques que peu de gens comprenaient. Dupont réalisa que la lettre trouvée dans le vieux livre n'était que la première pièce d'un puzzle beaucoup plus vaste. La jeune fille avait tissé un réseau de signaux, de balises et de traces destinés à protéger sa vie tout en révélant progressivement la vérité. La dimension psychologique de l'affaire devenait de plus en plus évidente. Claire ne se contentait pas de se cacher. Elle testait, sondait, manipulait l'environnement pour observer les réactions, créer des leurres et évaluer la loyauté de ceux qui la cherchaient. Chaque choix qu'elle avait fait, chaque recoin exploré par l'équipe de Dupont, était un reflet de sa compréhension fine des comportements humains. La lettre, les carnets, les inscriptions sur les murs formaient un langage secret, un code que seuls les esprits attentifs pouvaient déchiffrer, et Dupont savait qu'un faux pas pouvait briser ce fragile équilibre et mettre Claire en danger. Une découverte majeure survint lorsqu'un agent tomba sur un passage dissimulé derrière une vieille étagère renversée. L'espace derrière était étroit, mais il offrait une perspective sur une petite pièce où les traces de vie récentes étaient visibles. Un lit de fortune, des vêtements pliés avec soin et quelques objets personnels. Les indices suggéraient que Claire avait trouvé un abri temporaire, un refuge qui lui permettait de rester en contact indirect avec le monde extérieur tout en restant invisible à ceux qui la traquaient. Dupont sentit l'adrénaline monter. Ils étaient maintenant à portée de retrouver la jeune fille, mais il comprenait également que l'approche devait être délicate, car elle n'était pas une victime passive. Chaque objet, chaque inscription dans cette cachette semblait calculée pour raconter une histoire, pour offrir un indice à ceux qui étaient capables de comprendre son langage secret. Dupont réalisa que Claire, par son intelligence et sa vigilance, avait créé un environnement où chaque élément jouait un rôle, où chaque signe pouvait sauver ou compromettre sa sécurité. La jeune fille n'était pas seulement un personnage central dans l'affaire, elle était l'architecte de sa propre survie, et sa capacité à manipuler les perceptions de ceux qui l'entouraient devenait un point crucial de l'enquête. Les heures suivantes furent consacrées à la consolidation des informations, au regroupement des indices et à la reconstitution du parcours de Claire. Dupont commença à voir des motifs émerger, des déplacements précis, des interactions limitées avec des individus spécifiques et une série de choix calculés qui, combinés, dessinaient un chemin logique menant à la résolution de l'affaire. La lettre et les carnets se complétaient, formant un guide presque parfait vers la vérité, mais la tension psychologique demeurait intense. La moindre erreur pouvait compromettre tout le travail accompli et mettre la jeune fille en danger. L'aspect humain de l'affaire se révéla encore plus poignant lorsqu'ils retrouvèrent des messages personnels adressés à des amis et à des proches. Ces notes, laissées dans des cachettes dissimulées, exprimaient la peur, l'angoisse, mais aussi une maturité étonnante pour son âge. Claire écrivait avec la conscience aiguë que sa vie dépendait de ses préparations, mais également avec le désir implicite que quelqu'un, à un moment, puisse comprendre et agir pour elle. La jeune fille devenait ainsi le symbole d'une résilience rare, un mélange de fragilité et de détermination qui captivait Dupont et son équipe. En explorant davantage le bâtiment, des objets plus personnels apparurent. Un journal intime, quelques photographies et des lettres non ouvertes. Ces documents révélaient des détails de la vie quotidienne de Claire, des moments intimes, des pensées profondes et des stratégies soigneusement pensées. Dupont comprit que chaque élément de sa vie avait été calculé pour fournir des indices progressifs, tout en la protégeant des dangers immédiats. La lettre retrouvée dans le vieux livre n'était donc pas un simple message. Elle était le premier maillon d'une chaîne complexe de communication et de survie. La complexité de l'affaire se renforçait lorsqu'ils découvrirent des références à des événements passés, des conflits familiaux et des alliances secrètes qui remontaient à plusieurs générations. Claire avait identifié ces dynamiques et les avait utilisées pour créer un labyrinthe où seuls ceux capables de penser de manière stratégique pouvaient espérer comprendre et suivre son parcours. Chaque indice devenait ainsi un test, une épreuve,
et la lecture attentive de la lettre et des carnets se révélait indispensable pour éviter de se perdre dans les pièges psychologiques que la jeune fille avait mis en place. La tension monta encore lorsqu'une analyse des communications téléphoniques et des messages électroniques permit de découvrir que Claire avait été en contact avec certaines personnes de confiance, laissant des indices supplémentaires de manière codée. Ces interactions, discrètes mais précises, suggéraient une planification méticuleuse, un contrôle total de la situation et un sens aigu de l'anticipation. Dupont réalisa que la jeune fille avait transformé sa disparition en une démonstration de maîtrise psychologique et stratégique, utilisant chaque outil à sa disposition pour assurer sa sécurité et protéger des secrets potentiellement dévastateurs. Chaque minute passée dans le bâtiment abandonné rapprochait Dupont de la compréhension complète de l'affaire, et le suspense atteignait son paroxysme. Les indices s'alignaient, les motivations se clarifiaient, mais le risque demeurait immense. Claire, toujours active et consciente, continuait de diriger cette chorégraphie invisible de l'ombre, et chaque pas que les enquêteurs faisaient devait être calculé avec précision. La résolution de l'affaire était proche, mais elle nécessitait patience, intuition et une compréhension profonde de la psychologie humaine et de la stratégie que la jeune fille avait mise en œuvre pour survivre dans un environnement hostile et complexe. Alors que le soleil déclinait derrière les immeubles de la ville, projetant des ombres longues et sinueuses sur les ruelles, Dupont et son équipe poursuivaient leur exploration minutieuse du bâtiment abandonné. Chaque pièce semblait renfermer un fragment de vérité. Chaque recoin recelait un secret que Claire avait laissé derrière elle comme un fil d'Ariane pour guider ceux capables de le suivre. Les murs, couverts de graffitis cryptiques, de traces de pas et de symboles anciens, formaient un labyrinthe psychologique où chaque indice devait être interprété avec une attention extrême. La tension était palpable, comme si le bâtiment lui-même retenait son souffle, conscient de la proximité de la révélation. La lettre cachée dans le vieux livre de bibliothèque prenait désormais tout son sens. Elle n'était pas un simple appel à l'aide, mais le premier acte d'une chorégraphie complexe que Claire avait orchestrée depuis des semaines, peut-être des mois. Chaque mot, chaque phrase, chaque référence historique ou culturelle contenue dans cette lettre avait été choisie pour guider Dupont et ses enquêteurs, tester leur perspicacité et les préparer à comprendre des vérités plus profondes et plus dangereuses que la simple disparition d'une jeune fille. La complexité du code, la précision des détails et l'intelligence stratégique de Claire imposaient un respect presque silencieux à tous ceux qui étudiaient ces documents. Pendant ce temps, les analyses techniques et les vérifications de sécurité révélaient que certains signaux avaient été laissés pour observer la réaction de ceux qui cherchaient Claire. Des caméras de surveillance abandonnées, des messages laissés dans des lieux publics et des inscriptions codées dans des journaux municipaux anciens étaient autant de balises créées pour tester la compréhension et la patience des enquêteurs. Claire avait compris, avec une maturité surprenante, que sa survie dépendait de la manière dont les autres interprétaient ces indices. Elle manipulait son environnement de manière subtile mais efficace, transformant chaque piste en une épreuve psychologique. La découverte suivante, capitale, eut lieu dans une pièce sombre où le sol semblait avoir été récemment nettoyé. Sous une planche détachée du parquet, Dupont trouva un petit coffret métallique contenant des objets personnels de Claire, des photographies, des journaux intimes et des lettres non envoyées. Chacun de ces documents offrait une fenêtre sur la psychologie de la jeune fille, sa capacité à anticiper les dangers et sa compréhension profonde de ceux qui l'entouraient. Les journaux révélaient également qu'elle connaissait certaines intentions de personnes extérieures à sa famille, des alliances secrètes et des trahisons potentielles, ce qui expliquait en partie la sophistication de sa stratégie de dissimulation. Alors que l'équipe progressait, un sentiment d'urgence et d'angoisse s'installa. Chaque bruit, chaque mouvement dans les étages supérieurs ou dans les couloirs adjacents semblait présager une confrontation imminente. Dupont savait que le moment où ils allaient retrouver Claire approchait et que chaque décision devait être mesurée avec précision. La jeune fille n'était pas seulement un objet de recherche. Elle était un participant actif, un stratège invisible, capable de manipuler l'espace et le temps pour préserver sa sécurité et contrôler le déroulement des événements. Les éléments psychologiques de l'affaire devinrent encore plus évidents lorsqu'ils découvrirent des messages codés adressés à des amis de confiance. Ces notes, dissimulées dans des recoins que seul un œil attentif pouvait repérer, montraient que Claire avait anticipé le comportement de chacun, évalué leur loyauté et établi une série de signaux pour assurer qu'elle ne tomberait pas entre de mauvaises mains. Chaque indice n'était pas un hasard.
C'était une pièce d'un puzzle minutieusement planifié. Un jeu complexe où la patience et la perspicacité étaient essentielles pour éviter des conséquences irréversibles. L'importance de la dimension historique et culturelle des indices devint cruciale lorsque Dupont fit le lien entre certaines références dans les lettres et des événements passés de la ville. Conflits familiaux, rivalités anciennes et alliances secrètes qui avaient façonné la dynamique locale pendant des décennies. Claire avait compris ces dynamiques et sa disparition n'était pas seulement une fuite, mais un acte de stratégie, une navigation dans un labyrinthe où chaque mouvement devait être calculé. Chaque signe laissé derrière elle devenait une leçon pour ceux qui cherchaient à comprendre ses motivations et à préserver sa sécurité. La pression monta encore lorsqu'ils découvrirent que certains passages du bâtiment servaient de points d'observation. Claire avait utilisé ces espaces pour surveiller discrètement ses poursuivants, anticiper leurs actions et ajuster sa stratégie en conséquence. La lettre et le carnet formaient un guide, mais la maîtrise du terrain par Claire démontrait qu'elle contrôlait non seulement sa présence physique, mais aussi la perception de ceux qui la cherchaient. Dupont comprit que chaque pas devait être prudent, chaque approche mesurée, et que la réussite de l'opération dépendait de la lecture exacte des signaux laissés par la jeune fille. Le moment clé arriva lorsque Dupont découvrit une trappe dissimulée sous un tapis ancien. Derrière celle-ci, un escalier descendait dans une pièce étroite, éclairée faiblement par une lanterne à huile encore chaude, preuve récente de la présence de Claire. L'anticipation et l'angoisse se mêlaient à chaque marche descendue. Dupont savait que la confrontation finale était proche, mais que la jeune fille n'était pas simplement là pour être sauvée. Elle était le cœur vivant de cette énigme, capable de transformer sa propre disparition en une démonstration de maîtrise et de courage, et de révéler en un instant l'ampleur de sa clairvoyance et de son intelligence. Dans cette pièce, chaque objet racontait une histoire, chaque trace sur le sol témoignait d'une stratégie silencieuse, et chaque document laissé derrière elle servait de preuve que Claire avait anticipé, avec un sang-froid remarquable, tous les mouvements de ceux qui voulaient la retrouver. La lettre initiale, retrouvée dans le vieux livre, apparaissait désormais comme la première note d'une symphonie complexe de survie et de secret. Un chef-d'œuvre de calcul et de perspicacité orchestré par une jeune fille de 17 ans. Alors que Dupont approchait du centre de la pièce, un frisson parcourut son échine. L'ombre d'une présence, peut-être humaine, peut-être le reflet de l'angoisse collective de l'équipe, se mouvait dans la pénombre. Le moment de vérité était imminent. Chaque respiration, chaque battement de cœur semblait synchronisé avec le suspense qui emplissait l'espace. La jeune fille n'était plus seulement un mystère, elle était la clé de la résolution de l'affaire, l'élément vivant autour duquel tout tournait, et la tension, jusqu'alors contenue, culminait dans ce lieu où passé, présent et futur s'entrelaçaient de manière dramatique et inévitable. Le silence dans la pièce étroite était presque assourdissant. La lanterne à huile projetait des ombres tremblantes sur les murs, créant des formes mouvantes qui semblaient danser au rythme des cœurs des enquêteurs. Dupont avançait avec prudence, chaque pas pesant comme une décision vitale. Il savait que Claire était là, quelque part dans cette pénombre, observant peut-être chacun de leurs mouvements, évaluant leurs réactions, testant leur perspicacité. La lettre, les carnets, les inscriptions codées avaient mené jusque-là, mais la confrontation finale restait incertaine. Qui guiderait le prochain geste ? Les indices laissés par Claire dans cette cachette révélaient maintenant l'étendue de sa maîtrise psychologique. Des symboles codés gravés sur des meubles anciens, des traces d'objets déplacés avec soin et des papiers annotés avec minutie formaient un labyrinthe intellectuel que seule une compréhension fine de la logique et de l'intuition pouvait déchiffrer. Dupont se rendit compte que cette jeune fille de 17 ans avait créé une véritable stratégie de survie, un échiquier vivant où chaque pièce, chaque mouvement était pensé pour protéger sa vie tout en révélant progressivement la vérité. Soudain, un léger bruit, un froissement imperceptible fit tressaillir toute l'équipe. Dupont tendit l'oreille et, avec un mélange de crainte et de détermination, il aperçut enfin Claire. Ses yeux reflétaient la peur, mais aussi une intelligence rare, un esprit aiguisé et une volonté inébranlable. Elle n'était pas simplement une victime, elle était l'architecte de sa propre survie, et dans ce moment, la confrontation silencieuse entre la jeune fille et les enquêteurs atteignait son paroxysme. Chaque regard échangé, chaque respiration semblait peser sur le cours de l'enquête et sur le destin de Claire elle-même. Dupont s'avança lentement, parlant d'une voix calme mais ferme, consciente que toute brusquerie pouvait la faire fuir ou déclencher un acte de défense désespéré.
Il lui expliqua qu'ils étaient de là pour assurer sa sécurité, pour comprendre ce qui l'avait conduite à se cacher et pour découvrir la vérité derrière la disparition qui avait bouleversé la ville. Les mots de Dupont semblaient peser dans l'air, suspendus entre inquiétude et respect, et Claire, lentement, commença à s'approcher, ses gestes mesurés, ses yeux attentifs à chaque signe émis par les adultes autour d'elle. La lettre et le carnet, déposés sur une table, étaient maintenant au centre de la scène. Dupont montra à Claire comment ils avaient déchiffré certaines parties, comment les indices avaient été suivis avec minutie et précision. Elle écoutait, absorbant chaque explication, réalisant que ses efforts pour communiquer, pour protéger sa vie et ses secrets, avaient été compris, que son intelligence et sa clairvoyance avaient permis de préserver son existence. Dans ce silence presque religieux, le poids des jours passés à l'ombre et de la peur accumulée se fit sentir, mais aussi le soulagement que la recherche touche à sa conclusion. Pourtant, même après ce premier contact, l'angoisse demeurait. Claire avait anticipé chaque mouvement, chaque intention, et sa capacité à survivre dans l'ombre avait démontré un niveau de planification et de maturité exceptionnel. Les enquêteurs comprirent que cette jeune fille n'était pas seulement un témoin ou une victime. Elle avait été l'actrice principale d'une intrigue complexe, capable de manipuler les éléments, de prévoir les réactions humaines et de créer des chemins invisibles vers sa propre sécurité. La compréhension de cette dimension psychologique transforma la perception de l'affaire en une véritable leçon sur l'intelligence et la résilience humaine. Au fil de la discussion, Claire révéla certains détails sur sa disparition. Les personnes qu'elle avait rencontrées, les lieux qu'elle avait utilisés comme refuge temporaire, et la manière dont elle avait décodé et utilisé les informations pour créer des leurs et protéger sa vie. Chaque mot prononcé semblait calculé, mais aussi chargé d'émotion et de vulnérabilité. Dupont comprit que ces révélations étaient à la fois la clé pour résoudre l'affaire et un témoignage profond de la complexité humaine, de la force et de la peur mêlées dans chaque décision qu'elle avait prise. Les enquêteurs poursuivirent la fouille de la cachette avec Claire, découvrant d'autres indices, des objets personnels et des documents qui complétaient le puzzle. La lettre, en particulier, révéla sa véritable fonction. Elle n'était pas simplement un signal d'alerte, mais un outil de communication et de protection, conçu pour guider ceux qui étaient capables de comprendre, tout en décourageant ceux qui auraient pu représenter un danger. L'ingéniosité de Claire démontrait que la disparition avait été un acte stratégique autant qu'un cri silencieux pour la sécurité et la vérité. Alors que la soirée tombait, Dupont et son équipe organisèrent un plan pour sécuriser Claire et la ramener à un lieu sûr, tout en poursuivant l'analyse des indices laissés derrière elle. La tension n'avait pas disparu. Chaque mouvement restait crucial, chaque décision pesait sur le cours de l'enquête et sur la vie de la jeune fille. Le suspense culminait dans un équilibre fragile entre le soulagement d'avoir retrouvé Claire et la conscience que l'affaire n'était pas encore complètement résolue, que la vérité restait un fil tendu, fragile, et que les secrets que Claire portait avec elle pouvaient encore révéler des aspects inattendus. Dans ce moment, la dimension humaine de l'affaire se révéla avec force. Claire n'était pas simplement un mystère à résoudre. Elle était un symbole de la résilience, de l'intelligence et de la force intérieure face à l'adversité. La lettre cachée dans le vieux livre, les carnets, les inscriptions codées et les stratégies qu'elle avait mises en place n'étaient pas seulement des indices matériels. Ils étaient le témoignage d'une conscience aiguisée, d'un esprit capable de naviguer dans la peur et l'ombre avec un courage et une précision qui dépassaient l'imagination des adultes qui l'avaient cherché. Alors que la nuit enveloppait la ville, Dupont et son équipe escortèrent Claire vers la sécurité, mais chaque pas résonnait avec le poids de ce qu'ils venaient de découvrir. Une jeune fille qui, dans sa disparition, avait révélé non seulement un mystère criminel, mais aussi la complexité et la profondeur de l'âme humaine, la force du courage et la puissance de la survie dans un monde imprévisible et dangereux. La lettre initiale, retrouvée dans le vieux livre, avait joué son rôle. Elle avait guidé vers la vérité, protégé la vie et révélé que parfois, la clé de la justice et de la compréhension se trouvait dans les détails les plus subtils, dans la patience et dans l'ingéniosité d'un esprit qui refuse de se soumettre à l'ombre. Le retour vers la lumière du jour ne signifiait pas la fin de l'épreuve. Claire, protégée par l'équipe de Dupont, marchait avec précaution, chaque pas mesuré, comme si elle craignait que la réalité elle-même puisse devenir un piège. Les rues, encore humides des pluies précédentes, reflétaient les néons et les lampadaires vacillants,
créant des reflets fragmentés qui semblaient diviser la ville en zones d'ombre et de lumière. Chaque angle, chaque ruelle portait un souvenir des indices qu'elle avait laissés derrière elle, et chaque regard échangé avec Dupont rappelait la fragilité et l'intelligence de la jeune fille qui avait su orchestrer sa survie. Les jours qui suivirent furent consacrés à la reconstitution complète de son parcours. Dupont étudia avec minutie les messages codés, les inscriptions sur les murs, les objets personnels et les lettres non envoyées. Chaque élément, chaque trace révélait une planification précise, un raisonnement stratégique qui dépassait de loin l'âge de Claire. Il devint clair que sa disparition n'avait jamais été un acte impulsif, mais une décision réfléchie, un jeu calculé de patience et de survie. La ville elle-même semblait receler un réseau invisible de signes, que seule Claire avait su lire et utiliser pour manipuler l'attention de ceux qui la cherchaient. Parmi les découvertes les plus frappantes figurait une série de lettres destinées à des individus spécifiques, contenant des références culturelles et historiques que seuls certains pouvaient comprendre. Ces lettres ne visaient pas seulement à protéger Claire, mais à guider ceux en qui elle avait confiance, à préparer le terrain pour une résolution où la vérité et la sécurité coexistaient. Chaque mot, chaque référence, chaque symbole révélait une logique silencieuse, une intelligence rare, un esprit capable de manier la peur, la ruse et la perspicacité pour orchestrer sa propre libération. Les enquêteurs découvrirent également que Claire avait étudié les comportements humains avec une précision étonnante. Les leurres qu'elle avait créés, les indices qu'elle avait placés et la manière dont elle avait manipulé son environnement montraient qu'elle comprenait parfaitement les motivations et les réactions de chacun. Elle avait construit une série de tests psychologiques silencieux, transformant sa disparition en un jeu de patience, où la récompense ultime était la sécurité et la révélation de la vérité. Dupont comprit alors que ce qu'ils observaient n'était pas simplement la survie d'une adolescente, mais un exemple rare de stratégie psychologique et de résilience face à un danger imminent. Une nuit, alors que l'équipe procédait à de nouvelles vérifications des lieux utilisés par Claire, un détail jusque-là ignoré attira l'attention. Un livre ancien, abandonné dans un coin, contenait des notes codées sur des pages internes, semblables à celles de la lettre initiale. Ce livre, probablement utilisé comme référence par la jeune fille, révélait un réseau encore plus vaste de pistes, de messages et de symboles. Chaque ligne, chaque mot semblait calculé pour préparer celui qui chercherait à comprendre et à protéger Claire. La complexité de ce système laissait deviner la profondeur de la réflexion et la maturité psychologique dont elle avait fait preuve pour naviguer dans les dangers de la ville et de ses habitants. La confrontation avec les véritables dangers de son environnement fut également révélatrice. Dupont et son équipe identifièrent de plusieurs individus qui, consciemment ou inconsciemment, avaient participé à la complexité de la disparition de Claire. Certains étaient des observateurs passifs, d'autres des manipulateurs actifs, et tous avaient été intégrés, volontairement ou non, dans le labyrinthe que Claire avait construit. La jeune fille avait anticipé ces interactions, utilisant les faiblesses et les routines de chacun pour créer des chemins sécurisés et des leurs, démontrant un sens aigu de la stratégie et une capacité à transformer la peur en outil de survie. Le moment culminant de cette phase de l'enquête survint lorsqu'un document récemment retrouvé révéla des indices sur les intentions réelles de ceux qui avaient indirectement participé à sa disparition. Claire, dans ses lettres et carnets, avait prévu chaque possibilité, chaque obstacle, et les avait convertis en enseignements pour ceux qui la cherchaient. Cette vision stratégique, presque militaire, combinée à une sensibilité psychologique remarquable, transformait la disparition en un scénario à la fois fascinant et terrifiant, où la vulnérabilité humaine rencontrait la perspicacité d'une intelligence exceptionnelle. Dupont réalisa que la lettre initiale cachée dans le vieux livre de la bibliothèque avait servi de point de départ pour un labyrinthe narratif et stratégique qui révélait progressivement la vérité. Chaque indice, chaque message codé, chaque geste de Claire avait été conçu pour tester, protéger et guider. Le suspense atteignait son paroxysme lorsque l'équipe comprit que la résolution de l'affaire ne consistait pas seulement à retrouver la jeune fille, mais à comprendre la profondeur de son intelligence, l'ingéniosité de ses stratégies et la complexité des secrets qu'elle avait protégés. Enfin, la jeune fille, après des jours de tension et de vigilance, se permit un moment de répit. Assise dans un endroit sûr, elle expliqua à Dupont et à l'équipe comment elle avait analysé, anticipé et utilisé chaque élément de l'environnement, chaque interaction humaine pour assurer sa survie. Ces mots, empreints de lucidité,
de courage et d'une profonde compréhension des motivations humaines laissèrent l'équipe impressionnée et silencieuse. Claire n'était plus seulement une victime ou un mystère. Elle était devenue le cœur vivant de l'affaire, un exemple de résilience, de stratégie et de force mentale dans un monde où la peur et la manipulation étaient omniprésentes. Et tandis que la nuit enveloppait la ville, Dupont sentit que la véritable résolution de l'affaire approchait. La lettre initiale avait rempli sa fonction, les indices avaient été suivis avec précision, et Claire, par sa patience, son intelligence et sa prudence, avait conduit elle-même à la lumière de la vérité. Chaque pas, chaque découverte, chaque révélation renforçait la conviction que la justice et la sécurité pouvaient coexister, mais seulement lorsque la compréhension de l'intelligence humaine et de la psychologie était pleinement respectée. La nuit avançait, dense et silencieuse, comme si la ville entière retenait son souffle. Claire, enfin en sécurité, observait les ombres mouvantes à travers les fenêtres, consciente que chaque pas qu'elle avait fait, chaque choix qu'elle avait pris, avait conduit à ce moment précis. Dupont, à ses côtés, comprit que ce n'était pas simplement une fin, mais l'aboutissement d'un long processus de patience, d'intelligence et de stratégie. La jeune fille n'était plus un mystère flottant dans l'ombre, mais une réalité vivante, un témoignage de courage et de perspicacité, et chaque détail de sa disparition prenait désormais un sens complet. Les indices accumulés, les lettres, les carnets, les inscriptions codées et les objets laissés derrière elle étaient maintenant reliés dans un réseau cohérent, révélant la complexité de son esprit et l'intensité de ses préparations. Chaque message avait été une pièce d'un puzzle invisible, un test silencieux destiné à ceux qui voulaient comprendre et protéger. Dupont réalisa que la résolution de cette affaire ne résidait pas seulement dans la localisation physique de Claire, mais dans la compréhension totale de son intelligence, de ses anticipations et de sa capacité à transformer la peur en outil de survie. L'examen final des documents et des lettres révéla un dernier message codé, soigneusement placé dans un carnet que Claire avait emporté avec elle jusqu'au dernier moment. Cette note contenait des indices sur les personnes de confiance, des recommandations sur la manière de préserver sa sécurité future et surtout des réflexions sur le sens de la liberté et de la responsabilité dans un monde souvent injuste. Chaque mot semblait résonner avec une sagesse inattendue pour une jeune fille de son âge, et Dupont sentit l'intensité de l'expérience humaine se déployer devant lui. Courage, stratégie, prudence et humanité fusionnaient dans ce moment unique. Alors que l'équipe sécurisait Claire et ses effets personnels, une compréhension silencieuse s'installa. La disparition n'avait pas été un simple acte de fuite ou de peur, mais une démonstration de maîtrise et de force intérieure. La jeune fille avait anticipé chaque danger, manipulé son environnement avec subtilité et utilisé la psychologie des adultes pour protéger sa vie. La lettre, retrouvée dans le vieux livre de bibliothèque, avait été le premier pas d'un chemin complexe menant à la vérité, mais aussi un acte de défi silencieux face à l'injustice et à l'imprévisibilité du monde qui l'entourait. Les jours suivants furent consacrés à l'organisation d'un environnement sûr pour Claire, à la consolidation des preuves et à l'analyse complète des indices laissés derrière elle. Chaque détail, chaque geste de la jeune fille révéla une planification précise et une compréhension fine des comportements humains. La disparition, l'angoisse, la peur, le calcul, tout cela formait un tout cohérent, une leçon magistrale sur la résilience et l'ingéniosité humaine. Dupont comprit que l'affaire ne se limitait pas à un mystère criminel, mais qu'elle offrait également un témoignage sur la capacité de l'esprit à naviguer dans l'adversité avec intelligence et courage. Le moment de vérité survint lorsque Dupont et Claire, ensemble, retracèrent le parcours complet de la jeune fille à travers la ville, depuis les refuges secrets jusqu'aux indices laissés dans des lieux stratégiques. Chaque endroit révélait un aspect de sa personnalité, sa prudence, sa créativité, sa clairvoyance et sa capacité à anticiper les actions d'autrui. La lettre, les carnets et les inscriptions codées prenaient maintenant leur place dans un récit cohérent, tissant un fil conducteur de survie, de stratégie et d'humanité. L'attention, jusqu'alors contenue dans l'inconnu, se transforma en une compréhension totale de la complexité de Claire et de l'affaire elle-même. Alors que le soleil se levait sur la ville, projetant une lumière douce sur les rues encore humides, Dupont contempla la jeune fille. Il savait que la justice et la sécurité avaient été restaurées, mais que la véritable leçon allait bien au-delà de la simple résolution d'un mystère. Claire incarnait la résilience, l'intelligence et la capacité de l'esprit humain à créer des chemins de survie même dans les situations les plus obscures.
La lettre initiale, les carnets, chaque indice codé et chaque stratégie avaient servi de guide. Et la conclusion de l'affaire révélait que la vérité, lorsqu'elle est poursuivie avec patience et perspicacité, peut être plus puissante que la peur ou l'injustice. Dans les derniers instants, alors que Claire retrouvait un semblant de normalité, un calme fragile s'installa. L'ombre de la peur s'éloignait, mais l'expérience laissait une trace indélébile, celle de la maîtrise de soi face à l'adversité, de la clairvoyance et de l'ingéniosité dans un monde complexe et parfois cruel. La lettre cachée dans le vieux livre, symbole initial de l'intrigue, avait rempli sa fonction. Elle avait guidé vers la vérité, protégé une vie et révélé, de manière inoubliable, que la lumière peut émerger de l'ombre la plus profonde lorsque l'esprit humain refuse de se soumettre à la fatalité. La résolution de l'affaire laissa derrière elle un mélange de soulagement, d'admiration et de réflexion. Les enquêteurs, touchés par la maturité et l'intelligence de Claire, comprirent que la justice ne résidait pas seulement dans l'action de retrouver une personne disparue, mais aussi dans la compréhension et le respect de la stratégie et de la résilience qui avaient permis sa survie. Dans le silence de la ville au petit matin, la disparition de Claire n'était plus un mystère. Elle était devenue une leçon vivante, un exemple de courage, de lucidité et de puissance de l'esprit humain. Et tandis que la ville s'éveillait, baignée dans la lumière fragile d'un nouveau jour, l'histoire de Claire restait gravée dans les esprits de tous ceux qui avaient suivi son parcours. Une jeune fille qui, par son intelligence et sa force intérieure, avait transformé la peur en outil, la disparition en stratégie, et qui, au final, avait permis à la vérité de triompher dans toute sa complexité et sa beauté tragique. La lettre, les indices et les secrets révélés avaient conduit à une conclusion émotive et puissante, laissant derrière eux un écho durable de justice, de survie et de réflexion sur le fragile équilibre entre vulnérabilité et maîtrise de soi dans le cours imprévisible de la vie.